suis ici pour parler de Buffy. Buffy contre les vampires, pour les gens qui... Parce qu'il y avait des gens qui disaient Buffy, quelle Buffy. J'annonçais la soirée hier de dire, vous allez vraiment faire une soirée sur Buffy contre les vampires? Oui, on fait une soirée sur Buffy contre les vampires, parce qu'il y a 7 essais, vous le voyez, mais Instagram non, qui est paru aux éditions Lumos, et nous avons Fabien Clavel qui a écrit cet essai absolument génial, qui va parler... Ça commence bien. Ouais, non mais... J'ai bien fait de venir. Ouais, hein, qui va parler de la meilleure série du monde. Voilà, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Et puis si vous ne savez pas pourquoi, il faut lire l'essai, et puis regarder la série une 150e fois. Donc, on va commencer direct. Écrire un essai sur Buffy en 2023, pourquoi? Pourquoi? Bah, en fait, c'est les 20 ans de la fin de la série. Du coup, moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie et je me suis dit, là, c'est l'occasion. Voilà. Donc, j'avais commencé à vraiment rédiger il y a deux ans, un peu plus. Et il y a eu pile l'affaire Whedon. Et du coup, ça m'a un peu retardé. Parce que, en fait, j'ai passé un an à me poser la question, à me dire est-ce que ça vaut le coup de continuer et tout. Et puis finalement, j'ai décidé de continuer malgré tout. Mais quand même, voilà, ça m'a donné un coup d'arrêt. Et puis là, les 2023 arrivaient, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion, allons-y, ce sera fait. Voilà. Parce que c'est 2023, les 20 ans pour la VO, parce que je ne sais plus exactement quand ça finit pour nous. Si, c'est en 2003. Pareil, c'était 2003 aussi en français. En français, je sais pas, mais la Oui, diffusion américaine. oui, non, mais en diffusion américaine, oui, je sais, c'est le 20 mai, mais enfin, en 2003, français, je ne me rappelle plus quand est-ce que ça s'est terminé. Donc, dès le début, quand vous parlez de ce choix d'écrire un essai sur Buffy, vous évoquez le fait qu'il y a assez peu de textes sur Buffy en France. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Oh, bah, je pense que la culture série met plus de temps à s'installer. Maintenant, elle s'est installée, mais il y a plein d'essais qui existent. Il y a même des collections entières, par exemple chez PUF, sur des séries et tout ça. Et je pense qu'après, s'il y a autant de retard, c'est dû justement à cet objet bizarre qui est Buffy. C'est-à-dire que ça fait pas sérieux, en fait. Faire un essai sur, par exemple, je sais pas moi, sur écoute. Oui, tout de suite, ça fait sérieux parce que ça parle du trafic de drogue à Baltimore, donc tout de suite, voilà. Puis Obama avait dit que c'était la meilleure série du monde, donc ça aide. Et c'est une vraie excellente série, hein. C'est un petit chef-d'œuvre. Mais quand on dit Buffy contre les vampires, voilà, ça fait tout de suite, les gens sont un peu surpris. En plus, c'est une série pour adolescents au départ. Donc il y a plein de trucs. Et puis elle est baroque justement. Et c'est pour moi le secret qui fait qu'il y a plein de gens qui, en voyant cette série un peu de façon sporadique, se sont dit c'est vraiment une énorme daube. Et ils s'en sont arrêtés là. Et on ne peut pas trop leur en vouloir parce que la série est vraiment faite pour les gens qui la regardent de bout en bout. Ça fait partie de sa modernité aussi. Et voilà, donc il y avait effectivement très peu de choses. Un des déclics, ça a été quand même, il y avait un recueil d'articles philo-série qui était sorti chez Brajlon il y a quasiment 10 ans, il y a 9 ans je crois. Là aussi je m'étais dit, ah tiens, en français ça peut exister. Et puis après, quand on regarde les Buffy Studies en anglais, c'est énorme. Oui. Alors moi je suis allée récupérer mes anciens bouquins. Ah oui. Voilà. Parce que malgré tout, il y a 20 ans, on avait parlé de Buffy. Et Martin Winkler avait parlé de Buffy, ce qui quand même présentait, ça faisait un peu sérieux de parler de Buffy. C'est vrai. Donc il citait pourquoi Buffy c'était génial, parce que c'est plein d'humour, parce que Cordelia est toujours à 2 doigts de succomber. Et il concluait aussi parce que cette série fantastique destinée aux adolescents, donc c'est vrai qu'il ne cachait pas que c'est vrai qu'au départ c'est les adolescents, parle au fond que d'une seule chose, en notre ère de sida et de retour au puritanisme galopant, on était il y a 20 ans, hein, et la peur irrationnelle de la sexualité menace polymorphe aux contours imprécis, des personnalisations dévorantes et fatales, et cela sans jamais la nommer, mais sans cesser non plus de la tourner en dérision. C'est... ouais. Oui, non, ça creusait pas mal de trucs. Je les ai pas relus là, je les avais à la maison, ceux-là je les avais lus à l'époque. Oui, hein. Bon, j'avais été frustré parce que c'est hyper court. Sur Buffy on en veut toujours plus. Voilà. Il y en avait un peu plus dans le deuxième. Mais c'était un premier jalon. Mais voilà, et puis surtout, c'était déjà, il y a... la série sur le premier n'était pas terminée encore quand il en parlait. Oui.
et qu'il en parlait alors qu'il parlait à côté de ça de homicides, de séries sérieuses. Voilà, donc on avait déjà... Et puis après, il y a eu un grand blanc, où on a arrêté de parler de Buffy, et puis jusqu'à ce que ça revienne un peu, heureusement, quand même. Donc on parle du côté baroque, moi je vais aller parler du kitsch, hein, carrément, parce que voilà. Et je fais le parallèle avec une autre série kitsch, Doctor Who, qui marche super bien outre-Manche. Voilà, mais je pense qu'il y a en fait, il y a un lien... les gens qui adorent les séries kitsch, et il y a ceux pour qui ça passe pas. Oui. Je pense qu'il y a ça. Et voilà, outre-Manche, ça marche super bien. Chez nous, ça reste de niche. Est-ce qu'il y a un lien avec le mépris français pour le genre et pour le kitsch ou Oui, je pense, mais alors c'est pareil, c'est une série alors en plus qui fait peur parce qu'elle est très très ancienne. On se dit, mais quand est-ce que je vais commencer? C'est un peu comme Star Trek. Moi, par exemple, j'ai jamais commencé en me disant, je vais rien comprendre. Oui. Je vais peut-être me faire insulter, hein, mais du coup, j'ai pas commencé. Alors que Doctor Who, c'était Mélanie Fazi, une fois, une discussion avec elle qui m'avait dit, si, il faut absolument. Donc je dis, ok. Et donc j'ai commencé avec celle de 2005. Comme beaucoup, parce qu'elle était facile à... Et voilà, et elle est arrivée pour moi dans mon top des séries, elle est numéro 2, juste en dessous de Buffy. Quoi. Oui. Et puis Écoute est numéro 3 d'ailleurs. Ouais. Comme ça on a dit tout mon... Voilà. Tout mon mais et puis il y a aussi cette idée voilà, que c'est pour même presque les enfants, certains ne vont même pas parler d'adolescents, mais il y a du... Oui, c'est pas sérieux, et puis tout est possible, ça peut être bouleversé tout le temps. Je pense que c'est inconfortable pour beaucoup de gens en fait. Quand on voit même des lecteurs de fantasy ou de science-fiction, il y a plein de gens, ils n'arrivent pas du tout à rentrer dedans, donc ils vont lire du polar. Parce qu'il y a un blocage qui se fait, je pense au niveau de l'imaginaire notamment. Voilà, donc des séries comme ça qui en plus sont de l'imaginaire un peu au carré, ça coupe de toute une partie du public. Donc cet essai, c'est pas un essai comme en général quand on y est un essai, il ressemble pas tout à fait à celui-ci au niveau de la forme. Vous avez fait un choix un peu particulier. Pourquoi est-ce que vous êtes parti sur cette idée de l'étudier comme si c'était une œuvre littéraire plutôt que faire un truc plus cadré de ce qu'on fait sur les essais? Il y avait deux trucs, c'est-à-dire que quand j'ai lu justement ce qui avait été fait un peu en français et beaucoup en anglais, on retrouvait quand même vraiment toujours les mêmes thématiques, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup donc, du genre, on parlait du féminisme, on parlait du langage éventuellement, on parlait même de philosophie, et donc j'avais l'impression que ces champs-là étaient déjà très très balisés. Donc je me suis dit, si j'écris là-dessus, je risque de redire des trucs qui ont déjà été dits, et je ne me sentais pas spécialement légitime là-dessus. Donc moi j'ai pris ce qui était ma formation, c'est-à-dire moi je suis une formation de prof de lettres classiques, et du coup je me dis, voilà, en l'analysant comme un essai, enfin comme une œuvre même littéraire, je vais pouvoir en tirer des choses que d'autres n'en tireront pas. Donc c'était vraiment le point de départ. Puis moi c'est ce qui m'amusait. Moi je regardais la série en fait pile quand j'étais en prépa. Ce qui fait que pour moi les deux sont vraiment liés, et du coup c'est marrant que 20 ans après j'arrive à réutiliser ce que j'apprenais d'un côté et ce que je regardais de l'autre au départ, vraiment pour me vider la tête, j'avoue, parce que la prépa c'est un peu prenant. Et voilà, mais du coup j'ai réuni les deux côtés plus tard. Et donc, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés malgré tout dans l'essai, même si c'est ce format d'étude de texte en gros. Mais est-ce qu'il y a... ça a été difficile de limiter? Il y a des choses que vous n'avez pas pu traiter. Comment vous avez choisi déjà les thèmes abordés? Est-ce que c'était naturellement par rapport à la forme? Alors déjà j'ai triché un peu parce qu'il y a des petites ce que j'appelle des parenthèses où je peux glisser des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute et que je peux mettre dedans parce que j'ai envie d'en parler. Et on a le droit de faire du hors-sujet quand c'est pas noté. Les parenthèses c'est autorisé. Voilà, j'ai un peu triché avec ça. Et en fait, effectivement, moi, en fait, cet essai s'est construit petit à petit, c'est-à-dire que, je le raconte au début, mais je revoyais tout Buffy régulièrement, et au bout d'un moment, il y a quand même le risque de s'ennuyer quand on connaît un peu par cœur et tout ça, et donc j'ai soumis Buffy à un petit test, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je la revoyais tout avec une optique particulière. Et donc je prenais des notes, par exemple, il y a une partie sur le français dans Buffy, au bout d'un moment j'avais remarqué que le français avait une place particulière dans la série, et donc je prenais des notes à chaque fois qu'il y avait un truc qui était en rapport avec les langues, avec le français. J'ai fait pareil avec tout ce qui était mise en abîme de la télévision, voilà, et c'était une manière de voir si l'œuvre résistait. S'il y a des œuvres comme ça, on a un peu l'intuition qu'il y a une profondeur, mais tant qu'on n'a pas vérifié, on n'est pas sûr. Parfois, on creuse un peu, puis en fait, on se dit non, c'est nul, en fait, il n'y a rien. Buffy, évidemment, non, c'est pas comme ça.
plus on creuse, plus on trouve en fait, et c'est ça qui est génial. Et donc c'était un peu le test, et donc j'avais une dizaine de fichiers comme ça. Et pour l'approche des 20 ans de la série, j'ai tout repris un peu, et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui fait le lien dans tout ça? Parce que je voulais vraiment une ligne directrice, pas partir dans tous les sens. Et je suis parti justement de cette interrogation sur Buffy, un peu comme objet kitsch, ce qui fait que des gens adorent, et d'autres méprisent ouvertement. Et en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est parce qu'il y a ce côté baroque qui correspondait complètement à ce que j'avais vu en cours de lettres, plus un côté classique qui est voilà, la quête du héros, qu'est-ce qu'on voit le plus en fait, et qui permet d'accrocher plein de monde. Et donc, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, là, j'ai vraiment ma ligne directrice et je ne vais pas m'éparpiller. Ouais. Voilà, donc ça, c'était le moment où je me suis dit, ah, là, c'est bon. Et après, j'ai trouvé le titre, du coup, et c'était parti. Et donc, pas spécialement de frustration, que les parenthèses ont suffi pour parler des trucs. Oui, bah, là, j'ai vraiment fait la somme de 20 ans, enfin pas 20, oui si, 20 ans de réflexion et tout ça. Donc non, je suis pas frustré, même s'il y a des trucs que j'ai trouvés après, on pourra faire un complément dans 20 ans, si on est encore là. Numéro 2. Voilà, c'est ça, la suite. Voilà. Elle revient. Ce qui prouve que même après tant de visionnage, il y a encore des choses à voir et des choses... Bah oui, parce qu'avec ça, j'ai croisé plein de fans de Buffy. Oui, qui m'ont donné des références que j'avais pas. Parce que je les ai pas toutes, et du coup ils m'ont dit ah, t'as lu ça et tout. Ah merde, non, ça je l'ai pas lu. Donc hop, je suis allé voir, et effectivement j'ai découvert plein d'autres trucs. Ça m'a poussé par exemple à finir les comics que j'avais pas terminé. Moi je m'étais arrêté à la saison 10 en comics, et ça va jusqu'à la 12 je crois, donc j'en suis fait deux. Voilà, je me suis fait la 11 et la 12 là tout récemment, et la 11 est très bien, la 12 m'a moins plu, mais la 12 est hyper bien construite, j'ai trouvé. Je fais un petit sondage au niveau du public, parce qu'on est tous fans, hein, donc à un moment donné on fait participer le public et tout ça, parce qu'on parle un peu de tous les monstres qu'il y a dans Buffy. Il y a quand même un paquet de monstres, et donc je me demandais si tous vous aviez le plus traumatisant, le plus gore, le plus marquant, celui, voilà, est-ce que vous avez des monstres chouchous? Déjà, est-ce que vous avez des monstres Moi les premiers qui me viennent, mais c'est pareil, c'est pas très original, c'est les Gentlemen. Oui. Ils sont vraiment les plus flippants, ils sont vraiment où ils ont réussi à créer un truc, parce que ils reprennent une mythologie qui existe déjà la plupart du temps. Des vampires, il y en a dans plein d'endroits, des loups-garous, des sorcières, tout ça c'est hyper classique. Avec les Gentlemen, ils ont trouvé un truc, et qui est en plus visuellement super impressionnant. Donc, ils ont une bonne tête. Voilà, hein. quand vous disiez ça, voilà, j'ai pensé tout de suite aux Gentlemen. Je peux réfléchir à d'autres trucs, il y en a sûrement d'autres. Hein. Mais je laisse les gens répondre. Oui, voilà. Alors, est-ce que vous avez le plus traumatisant, le plus gore, le plus... N'ayez pas peur. De toute façon, on vous entendra pas. Il y a pas de le micro est pas assez fort pour que sur Instagram on vous entende. Oui, mais on répétera. Hein. Oui. Oui, mais on n'entendra pas les voix. Non, vous pouvez le pas y démon aller. des comédies musicales, il est vraiment très cool. Oui. Incroyable. Mais lui, il est cool. Oui. Mais c'est bien qu'aussi cool. Mais pareil, en fait, le plus flippant, c'était les Gentlemen. Oui, mais... Je vois pas d'autres... Moi, les hyènes. Ouais. L'épisode des hyènes. Ouais, je pense que... En fait, je pense qu'au-dessus, on Bah, est bien. c'est plus l'ambiance qui est... Bah oui, parce que visuellement, il n'y a rien. Non, visuellement, il n'y a rien, il il est très malaisant comme épisode. Le plus traumatisant pour moi, c'est le Derkin de Stode. Oui. Oui. Il est très flippant, enfin, c'est très angoissant toute l'ambiance de cet épisode. Après, le plus cool, bon là c'est un avis perso, c'est Dofrin. Je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup son look. Et je le trouve très humain envers Anyanka. Il y a beaucoup de tendresse pour elle, et il lui offre le droit de pouvoir mourir en tant qu'humaine. D'autres... Bon, moi je veux dire que personnellement, ayant un vrai problème avec les insectes, il y a l'épisode de la saison 2 qui a été très très difficile, et qui en plus amène à une scène extrêmement intéressante qui est un remake de la scène non, c'est la première version d'une scène où on aura quasiment un remake quelques épisodes plus tard, une scène dont on parle dans l'introduction du livre. C'est parce que on se retrouve avec Cordelia et Xander tous les deux à s'enfermer dans la cave de la maison de Buffy, un coup parce qu'il y a des insectes et l'autre coup parce qu'il y a une hache. Et dans un sens c'est le début de la relation, et dans l'autre sens c'est le redémarrage de la relation. Je trouve intéressant en plus d'avoir fait ce parallèle. Et moi le type avec les insectes, voilà. Donc oui, les Gentlemen sont les pires, mais celui-là il me reste un peu voilà.
pas d'autres. Oui. Kralik aussi m'a mis très mal à l'aise. Toute la scène où elle se retrouve dans la maison à le fuir a été très angoissant, où on retient notre respiration vraiment parce elle est sans défense, elle n'a plus ses pouvoirs, elle est comme vous et nous. Là, on peut vraiment s'identifier en fait à ce personnage à ce moment-là, et c'était, je trouve, très angoissant. Oui, parce que pour une fois, elle est faible. Oui. Elle est pas faible, elle est juste. Oui, mais elle est comme nous. Voilà. Donc pour elle, elle est faible. Justement, elle est pas faible du tout. Non. Elle se débrouille. Elle continue, elle se débrouille, et c'est là où elle fait appel à son intelligence, parce qu'elle dit toujours qu'elle est plus forte qu'intelligente. Mais là, elle démontre que oui, elle est très maligne, elle est très intelligente. Et Giles est extrêmement fier en fait de ce passage, parce qu'il ne doutait pas un seul instant que son élève pouvait être intelligente, bien qu'elle puisse porter des chaussures avec des chats morts. Les tenues de Buffy, c'est toute une histoire aussi. Et le plus kitsch, le plus ridicule. Il y a le démon venu de l'espace qui est... Mais il est tellement kitsch que je trouve qu'il reste impressionnant. Le requin, Ah oui. Oui, il est kitsch jusqu'au bout. Enfin, il est drôle. Oui, c'est même que... Je sais qu'il y a des gens qui avaient vu cet épisode-là, ils disaient mais c'est vraiment de la série pour enfants. Oui, enfin en saison 6, il y a quand même un peu plus tard une scène dans une salle de bain qui est plus que violente. Donc c'est pas une série pour enfants, la saison 6 du tout. Mais on a le requin. Le plus kitsch. Ah, moi je te dis le truc de l'espace. Oui. Mais en même temps, je trouve flippant malgré tout. Hein. Oui. À la fois, je me dis, c'est pas possible d'avoir fait un truc pareil. Et en même temps, je fais, j'aimerais Oui, pas l'avoir chez moi. il est... Voilà. Un autre qui... Le démon d'Halloween de la saison 4. Lui, il est chou. Il est pas qui, il est chou. Il y a cet essai, il y a deux autres personnes qui sont un peu intervenues dedans. Déjà, on a Anne Besson qui nous a fait une préface. Comment Anne Besson s'est retrouvée à faire la préface de... Anne Besson, elle était déjà dans le philo-série. Oui. Donc ça fait partie des essais. Puis c'est moi qui l'ai contactée en fait. Parce que moi j'ai lu tout ce qu'elle a fait. Enfin pas tout, mais j'ai lu beaucoup des choses qu'elle a écrites sur la fantasy. Et ça fait partie justement des gens qui donnent un peu des lettres de noblesse, en tout cas universitaire, à ce qu'on aime. Et comme ma démarche est un peu similaire, ça tombait sous le sens que Anne Besson et elle a accepté. En plus j'étais super content. Voilà, donc ça allait avec. Et on a un illustrateur à qui je voulais poser une question. Et c'est pour ça que je lui avais laissé une place. S'il veut se décaler. Pas déranger, moi, oui, mais on n'entendra pas sur Instagram. D'accord. Ok. Donc déjà, comment se retrouver à faire à dessiner Buffy? Il va répondre à ma place parce qu'en fait c'est grâce à lui. Voilà. Oui, alors c'est moi qui l'ai repéré aussi, j'ai tout fait là, vraiment. Non, en fait, effectivement, il avait fait une série, donc il s'agit de Michel Cordery, il avait fait une série alors je sais pas exactement comment on peut dire, de couverture graphique sur les super-héros, c'est ça? Ouais, j'ai appelé ça des graphic heroes, c'est-à-dire j'avais repris des personnages de comics connus, et puis j'avais fait un travail le plus graphique et le plus minimaliste possible. Donc j'avais fait ça comme ça pour le fun, et puis ça a eu un vrai engouement sur Facebook en fait. Donc j'avais fait un portfolio sur une dizaine de personnages, et donc Fabien l'a vu, voilà. Voilà, je l'ai vu, et quand j'ai travaillé sur les sets, je me suis dit ça pourrait vachement bien correspondre, puisqu'il y a... déjà ça rend bien visuellement, et en plus Buffy elle a ce côté super héroïque, donc ça me semblait bien aussi. Et comment est-ce que vous avez choisi de dessiner ce visuel-là? Parce que quand on est fan de Buffy, on est capable de savoir quelle est la longueur de ses cheveux suivant les épisodes et qu'est-ce qu'elle porte. Donc, est-ce qu'il y a eu une volonté particulière au niveau de la dessiner comme ça? Alors moi, je vais me concerter parce qu'en fait, moi, j'ai jamais vu la série. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, il y a une mission de génération. Je regardais pas la télé à ce moment-là, donc du coup, j'ai jamais eu l'occasion de regarder en fait. J'ai dû voir par-ci par-là 30 secondes d'un épisode, mais en fait, donc je connais pas la série en fait. D'accord. J'en ai entendu parler, ça c'est un fait, mais j'ai jamais vu. Donc je savais de quoi ça parlait quand même dans les grandes lignes. Donc après le tout c'est de trouver une thématique visuelle
qui résume en fait. C'est le principe de ce genre de travail graphique, il faut trouver un storytelling, c'est-à-dire trouver quelque chose qui va parler aux gens, et ça peut fonctionner avec quelque chose qui est très connu. Donc sur les super-héros par exemple que j'avais fait, c'était le cas. C'est-à-dire que si il y a des graphistes célèbres comme Olimos par exemple qui font ce genre de travail, on leur demande de refaire des jaquettes et de films connus. Donc comme ces films sont très connus, ça permet de faire quelque chose de très graphique, de très minimaliste, et ça parlera à tout le monde parce que tout le monde connaît Vertigo ou voilà, enfin d'autres films. Donc c'est le même genre de travail en fait, c'est-à-dire que en plus on s'adresse à un lectorat qui forcément a vu la série, donc fallait trouver une idée. Alors j'étais parti sur une tâche de sang à la base, et puis inclure le personnage dedans. Alors ce genre de travail, c'est pas la réalisation en tant que telle, la finalité, c'est pas très long à faire. Ce qui est long, c'est toutes les études qu'on peut faire en épurant pour arriver à quelque chose. J'avais fait trois couvertures différentes que j'avais envoyées à Nemos, et en espérant que tu choisisses celle-là. Bon, Je les ai pas vus, moi, les autres. Hein? Je les ai pas vus, les autres. Faudra que tu Je te les enverrai. Ah bah oui. Il n'y a Ouais, pas j'en le avais cahier graphique dans le livre. Hein? Il n'y a pas le cahier graphique dans le livre. Non. C'est pour Moi, la j'en prochaine avais fait édition. 3 parce que, pour donner le choix, de toute façon, par exemple, c'est les étapes. En fait, la réalisation n'étant pas très compliquée au final, c'est les étapes qui comptent, et les étapes, on les finalise d'entrée en fait. Je ne fais pas des refs au crayon, c'est directement sur Photoshop. Et il faut que le résultat soit propre tel qu'on le voit sur la couverture pour arriver à avoir quelque chose qui fonctionne. On ne peut pas se dire, tiens, je vais faire ça au crayon vite fait, sinon il faut vraiment que ce soit directement en couleur. Ouais. Donc j'avais fait 3 essais, et puis j'ai envoyé les 3 et ils ont choisi celui-là, ce que je trouvais moi le plus intéressant. Donc voilà, donc après pour ce qui est de Buffy, ben, j'avais l'idée, enfin l'idée que j'ai eue dès le départ, c'était la tâche avec le profil d'un démon, et justement Étienne Le Pieux qui dessine l'œil en fait. Voilà. Et alors à partir de là, il fallait trouver une pause. D'accord. Voilà. Très bien. J'ai tourné. Bien sûr, j'ai quand même regardé comment elle était, hein, j'ai pas fait n'importe quoi. Non mais on la reconnaît, hein, je te rassure quand même. Pas de... Donc évidemment, je pensais avoir pris avec moi un autre titre qui est sorti très très récemment, là, le 7 septembre, un livre chez Gulfstream qui s'appelle Salicornia. On va faire vous montrer, voilà. Oui, bah, parce que ça parle de Buffy aussi. C'est vrai. Parce que Salicornia, dès les premières pages, on découvre un personnage comme ça, en train de se faire un marathon de Buffy. C'est vrai. Est-ce que c'est lié à, justement, est-ce que l'écriture de l'essai a poussé, a fait ça, ou est-ce que Buffy elle est là tout le temps Oui, alors Buffy est là tout le temps. En fait, c'est pas du tout un plan marketing. Ça aurait pu... D'accord. J'aurais aimé être malin comme ça. Bien, Mais non, en fait, je m'en suis rendu compte après. C'est un livre, en fait. Il faut savoir que les éditeurs n'aiment pas les séries souvent, parce qu'on perd la moitié des lecteurs à chaque fois. Donc, assez rapidement, ça peut être une catastrophe pour des éditeurs. Et donc, j'avais une idée de série depuis vraiment longtemps, mais je savais qu'aucun éditeur n'en voulait. Donc, j'avais écrit déjà 2 tomes, mais c'était il y a une dizaine d'années. Il s'est trouvé que l'éditeur de Gulfstream, en discutant avec lui, m'a dit comme ça, mais on était à Montreuil l'an dernier, je crois. D'accord. J'étais à Montreuil l'an dernier. Il me dit, t'as pas une série? Je dis, bien sûr. Donc j'ai dégainé ma série, et c'est comme ça que finalement c'est arrivé en même temps. Mais non, déjà, de toute façon, à chaque fois que je parle de vampires, Buffy apparaît à un moment ou l'autre. Hein, c'est-à-dire que j'avais écrit la trilogie du Miroir aux vampires. Et dedans, déjà, Buffy était une inspiration, c'est-à-dire que le tome 1, c'était une espèce d'anti-Twilight, le tome 2, c'était Buffy, et le tome 3, c'était plutôt l'ambiance Angel. Donc il y avait vraiment cette progression, et les personnages regardaient Buffy déjà dans le cycle. Et il y a un autre, même le personnage de la vampire, elle apparaît aussi dans une autre série, Nixie Turner et les Croque-Mitaines, et ils regardent déjà Buffy aussi. Enfin, les gens aiment bien regarder Buffy dans les histoires. Ils ont raison. Et alors là, c'est pareil, est-ce que c'est complètement un parallèle comme ça, mais quand on lit ce bouquin, on a un héros qui aime bien sa solitude, qui trouve un hôtel désaffecté, qui se retrouve avec une équipe aux compétences variées. Angel? Ah oui, alors là... Non, même pas. Moi, non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, pas du tout fait exprès. Hein. Oui. Non, en fait, moi je suis parti de l'idée de la pension. En fait, c'est venu d'une fois, alors c'est une histoire longue, hein, vous êtes prêts
En fait, ce qui s'était passé, moi j'ai enseigné à Budapest pendant des années. Et on avait organisé un voyage scolaire pour remercier les élèves qui allaient prendre L à l'époque, parce que personne ne voulait prendre L. Et on avait dit, on fera un voyage l'an prochain. Il y a 4 élèves qui se sont inscrits. Du coup, on était obligé de faire le voyage. Et donc, on a fait un voyage en Sicile. Donc, on était 2 profs, 4 élèves. C'était cool. Hein. Et c'était, si vous vous souvenez, c'était pile le moment où il y a eu l'éruption du volcan. Et du coup, au moment de rentrer, on est resté coincé. Et en fait, on a attendu un peu, on est retourné dans l'hôtel dans lequel on était, etc., qui était déjà un hôtel un peu spécial, qui ressemblait à un immeuble réaménagé en hôtel. Et on a fini par trouver un avion pour revenir à Rome, et là, on attendait un train. Et on a passé une nuit chez un parent d'élève. Donc sa fille était au lycée français de Budapest, mais lui il était italien, donc on a passé une nuit dans son appartement. Et la nuit d'après, c'était plus disponible. Et du coup, j'ai une copine qui enseignait à Rome aussi. J'ai un réseau de malades. Qui, elle, nous a fait loger chez quelqu'un qu'elle connaissait. Et l'inspiration... Et on y arrive quand même. Hein. On a fini par rentrer, je vous rassure. Et donc la deuxième nuit à Rome, en plus on est tombé pile au moment de ça devait être la semaine de la culture, donc tout était gratuit. Donc on s'est fait tout le forum gratos. Enfin c'était... Moi, c'est un excellent souvenir. Et donc, la deuxième nuit, on a été logé dans un truc comme ça, fait de briquet de broc, à moitié en sous-sol et tout. Et je me suis dit, ça c'est génial. Un jour, il faudra que j'en fasse un décor d'histoire. Qui en fait se passe dans le quartier. Qui se passe dans le quartier, oui, effectivement. Mais voilà, ça, ça, c'est vraiment la première inspiration de la pension Salicorne qui vient de là. Et alors, pour terminer, quand même, on a réussi à remonter. On est allé jusqu'à je ne sais plus quelle ville universitaire, je crois que c'est Bologne. On est arrivé à Bologne et là on a été chopé par ceux qui étaient allés chercher les élèves qui étaient allés en Espagne. Et ils avaient envoyé un car depuis Budapest jusqu'en Espagne. Ils avaient chopé les élèves et il y avait 3 chauffeurs qui se relayaient en permanence pour jamais arrêter de conduire. Et donc ils nous ont chopés, nous on était frais comme des gardons, on était tout propre et tout, tranquille, on avait bien dormi. Eux, ça faisait 2 jours dans le car, donc ça sentait, on fait oh mais vraiment vous êtes négligés et tout. Et on est rentré en une journée et quelques à Budapest. Donc non, c'est un excellent souvenir. Pour nous en tout cas. En tout cas, c'est un chouette bouquin. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur Buffy, sur le livre, sur le baroque, sur le baroque, sur l'épopée? Oui, j'avais une question par rapport au titre de votre ouvrage. Oui. Pourquoi baroque, enfin, excusez-moi. Pourquoi baroque épopée et pourquoi pas épopée baroque? Pardon. Parce que ça sonne mieux. Et en plus, le renversement, il est baroque. C'était trop sage de le mettre dans cet ordre-là. Pendant très longtemps, c'était épopée baroque. Et je me suis dit, ça fait vraiment, pour le coup, essai universitaire. C'est trop propre, quoi. Alors que si on faisait un renversement, il y a un petit côté poétique, il y a un petit côté bizarre. Et je me suis dit, ça correspond beaucoup mieux à la série. Et puis, ça sonnait mieux. Baroque épopée, clac. Ça sonne tout de suite. Et du coup, voilà, j'en suis arrivé. Mais c'est pas venu immédiatement. C'est après, au bout de quelques mois, je me suis dit, baroque épopée, ça sonne mieux. J'ai vérifié que le titre n'était pas déjà pris. Il apparaît dans une BD d'ailleurs d'Arleston. Arleston a fait tellement de BD, je pense qu'il a fait tous les titres du monde. Et donc c'était la baroque épopée du nom du personnage. Je me suis dit, bon, ça c'est suffisamment éloigné pour que je puisse le garder malgré tout. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? N'ayez pas peur. Oui, puis les deux commencent par un B en plus. Buffy, baroque épopée, on entend mieux la littération. Allez-y, hein, ça peut être épisode préféré, ça peut être... Allez-y, lancez-vous. Tout à l'heure, tout le monde parlait de Buffy. Ah, c'est une super bonne question. Oui. Et du coup, c'est quoi ton épisode préféré? Ah, l'épisode préféré? Là aussi, je suis pas original, hein, c'est vraiment l'épisode musical. Parce que je l'ai attendu très longtemps. Parce que moi, il y avait Célia Chazelle à l'époque qui travaillait chez Mnemos. Et on en discutait. Et elle avait accès au truc en anglais. Moi, j'étais toujours déjà nul à l'époque en technologie, quoi. Donc, moi, il fallait que j'attende que ça sorte en français. Elle m'en avait parlé. J'ai dit, zut, et tout. Et quand il est arrivé, je l'ai lu en français d'abord. Donc, il y a eu une découverte vraiment progressive. C'est-à-dire que moi, j'ai une petite tendresse quand même en français pour le truc. Mais j'ai de la tendresse aussi. Hein. Voilà. C'est atroce.
Bah, ça dépend dans quel sens on l'a vu. En français, bah, Oui. du coup, j'avais rien d'autre. Et bah, je trouvais que c'était pas si mal, à part la voix de Tara. Oui. Alors ça, c'est Voilà. une honte. Et puis c'est un contresens total, surtout. C'est le moment où Tara se dévoile, où on se dit, mais elle chante super bien, elle est magnifique, et tout ça, parce qu'on s'en était pas rendu compte avant. Et donc voilà, et non, ce qui est génial, c'est que bah, évidemment, c'est un épisode. Moi, j'aime la comédie musicale, j'aime l'opéra et tout, donc ça. Il y avait le tour de force que ça représentait. Tiens, je vais écrire les chansons de. Ah ouais, ok, vas-y, il le fait, puis c'est bien en plus. Et surtout, il y avait le côté. Tout ce qu'on peut pas dire, on va le chanter, c'est-à-dire il y a l'inconscient ressort. Et en plus, c'est pas gratuit, c'est-à-dire c'est vraiment un moment de révélation très très forte. En plus, bon, bah, c'est là où il s'embrasse à la fin avec Spike. Voilà, tout ça, j'ai fait c'est trop bien. Donc celui-là, même parfois, je le regarde tout seul, l'épisode, et tout seul moi. Parce que ma femme se moque, parce qu'elle me dit, oh, tu vas pleurer encore. Non. Donc je le regarde tout seul, comme ça, personne m'embête. Mais celui-là est vraiment très très bien. Vraiment, il y en a plein d'autres, hein, mais celui-là, je suis capable de le regarder sans revoir toute la série. Est-ce que tu connaissais Buffy avant d'avoir vu? Et sinon, dans quel contexte tu te souviens? Sur quel épisode tu es tombé? Ou comment tu es tombé dessus? Ah oui, je m'en souviens très bien. Donc c'était la trilogie du samedi, la fameuse. Alors je suis tombé dessus complètement par hasard. J'étais en train de zapper, puisque bah, voilà, j'étais un peu naze. Et je suis tombé sur l'épisode. Alors le titre anglais est horrible à dire, donc je vais même pas tenter. Et c'est Un charme déroutant. Merci. Et donc c'est l'épisode justement dont on parlait tout à l'heure où Xander s'essaye à la magie. Il a toujours pas compris que c'était un truc de femme, parce qu'il a pas vu assez d'épisodes, je pense. Et du coup, ça se retourne contre lui. Toutes les femmes sont amoureuses de lui, sauf Cordelia évidemment, qui voulait larguer à ce moment-là. Voilà. Et je me souviens, avec un peu de honte, hein, mais moi c'est surtout Cordelia que j'ai remarqué dans cet épisode-là. Parce que je crois que je me semble me souvenir des premières images que j'ai vues. C'est la scène où ils sont au bronze, il y a Cordelia dans sa robe rouge, et qui est en train de larguer l'autre gars qui a une drôle de tête et tout, je ne me suis pas intéressé à lui, et j'ai fait « Waouh !» Ils ont trouvé des actrices quand même pas mal du tout. Donc j'ai continué à regarder à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de séries pour adolescentes et adolescents qui sont construites comme ça, c'est-à-dire on met des gens très très beaux et on se rince l'œil, que ce soit des garçons ou des filles d'ailleurs. Et donc là j'ai commencé comme ça, et plus ça avançait, plus je me disais « Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» J'ai jamais vu un truc pareil, et je trouvais justement que ce retournement, ça commençait comme un truc d'épisode de Saint-Valentin hyper classique, et ça s'était complètement transformé à la fin, et donc après je me suis dit, il faut que je voie la suite, quoi. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et c'est un épisode qui est très particulier en plus, parce que Buffy on la voit quasiment pas. En plus elle est maquillée horriblement. Il y avait des glosses brillants à l'époque. J'espère que ça va pas revenir parce que c'est. Enfin, moi je trouvais ça vraiment affreux. Ils lui ont fait une coiffure bizarre en plus. Enfin, elle a une drôle de tête vraiment. Donc il m'a fallu beaucoup de temps avant de la prendre au sérieux d'une certaine manière. Il n'y a quasiment pas de vampire non plus. Donc c'était un épisode étrange pour commencer. Mais voilà, bon, après j'ai pas arrêté. Et c'est la. Après, moi je suis pas passé par la cassette VHS, alors que c'était l'époque, mais j'avais commis l'erreur avec Friends, j'avais acheté les cassettes et puis les DVD sont arrivés quasiment après, donc j'ai dit ça non, plus jamais. Donc j'ai attendu que ça sorte en DVD, et dès que c'est sorti en DVD, je me suis jeté, c'était la grosse boîte rouge là, que j'ai acheté, direct quand elle est sortie, j'ai acheté la petite boîte bleue pour Angel dans la foulée, voilà. Et là j'ai pu tout faire dans l'ordre, tranquillement. Voilà. Ok. Merci. Une autre question. Quand même. Je suis sûre que vous avez des questions. Est-ce que tu as été très content quand tu as vu à la cinémathèque que c'était de Dracula à Buffy? Oui, toujours. C'est toujours hyper flatteur. On se dit, ah, quand même, c'est ce qu'ils auraient pu faire de Dracula à Twilight, et là tu fais, ah mon dieu, non. Oui, ou s'arrêter à Entretien avec un vampire. Ou s'arrêter à Entretien, voilà, ça reste. Là c'était bien, mais ils ça allaient reste pas au bout. respectable. Ils allaient pas au bout du. Mais non, là vraiment à Buffy, effectivement, on se dit, voilà, c'est des gens de goût. En fait, il y a un aspect générationnel aussi, c'est-à-dire les gens qui ont vu Buffy jeunes, ados ou jeunes adultes, bah ça y est, maintenant ils commencent à avoir des situations de pouvoir où ils peuvent décider, et moi mon expo ce sera jusqu'à Buffy. Quoi, qui Buffy qui tu verras.
Et voilà, je pense que ça commence à arriver comme ça. C'est pour ça qu'on peut écrire des essais C'est ça, maintenant. situation de pouvoir placée. Bah oui, moi je peux. Est-ce que vous voulez un essai sur Buffy? Oui, d'accord, bah voilà. Il est là, tout chaud. Donc oui, non, tout ça. Mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Parce qu'il faut sortir de chez soi et tout. Ça demande beaucoup d'énergie. Là déjà, vous vous rendez pas compte. Mais donc non, j'y suis pas allé. Mais Moi, c'était le quatrième partie. ah bah oui, obligé. C'était encore mieux. Alors Adrien Party m'a permis de racheter la série parce que quelqu'un m'avait pas rendu la saison 1. Je sais pas qui c'est, mais il y a un endroit spécial aux enfers qui lui est réservé. Et donc c'est lui une fois qui avait envoyé un mot en disant oh il y a une super offre sur Buffy l'intégrale, mais je sais plus à combien c'était, genre 20 ou 30 euros. J'ai fait quoi? Et je me suis précipité dessus, dans l'heure c'était fini, mais ma deuxième intégrale, c'est grâce à lui que je l'ai vue. Donc je lui voue une gratitude éternelle. En dehors de son travail sur les vampires, hein, mais le plus important c'est ça. Une dernière petite question. En fait, vous attendez de pouvoir les poser directement une fois que ça sera la dédicace. Hein, vous voulez pas que... D'accord. Ok. Bon, bah alors on va s'arrêter là pour que vous puissiez poser directement. Et puis, sauf si sur Instagram il y avait eu une question. Non, il n'y a pas eu de question sur Instagram. Bon bah, voilà, bah ça sera directement. On comprend bien. Ils ont pas osé. Non, bref, les gens. Alors. Les discussions.